Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la manière dont, en seulement quelques années, un roi qui semblait tout-puissant a été balayé par une idée complètement nouvelle, celle de la nation. C'est l'histoire de la Révolution française, une période qui a totalement redéfini les règles du pouvoir et qui a changé la face du monde. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Tout commence avec cette phrase. C'est une véritable déflagration. Il faut imaginer la scène. On est le 23 juin 1789, le roi donne l'ordre aux députés de se séparer. Et là, Mirabeau, au nom de tous, se lève et refuse. À l'époque, tenir tête au roi de cette manière, c'était tout simplement impensable. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas juste un non. C'est bien plus que ça. C'est la naissance d'une idée qui va tout changer. L'idée que le pouvoir, il n'appartient plus à un seul homme, mais à l'ensemble de la population, à tous les citoyens. Mais au fait, ça veut dire quoi, la nation, à ce moment précis? Le mot a l'air simple, mais l'idée, elle, est explosive. Ça veut dire qu'un pays, ce n'est plus la propriété personnelle d'un roi. Non, c'est un ensemble de citoyens qui décident de leur destin commun. Ce concept va venir percuter de plein fouet des siècles de monarchie absolue. Et ce conflit, c'est justement le point de départ de notre première partie, la confrontation directe entre un roi et une nation. Regardons ça d'un peu plus près. D'un côté, on a la monarchie absolue, le roi tient son pouvoir de Dieu et ses sujets doivent obéir, point. De l'autre, cette idée toute fraîche de nation. Le pouvoir vient du peuple et ce sont les citoyens qui décident. On a là deux visions du monde totalement opposées. L'affrontement était inévitable. Et ça nous amène à la suite, parce qu'une fois que la Révolution est lancée, la France va connaître 10 années de bouleversements incroyables, un vrai tourbillon. Il suffit de regarder cette chronologie, c'est absolument vertigineux. En à peine 10 ans, la France passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, puis à une république, ensuite à un régime appelé le Directoire, et enfin au consulat. Le pays se cherche, y teste des choses dans une instabilité quasi permanente. Et au milieu de toute cette agitation, il y a une date qui marque une rupture nette, un véritable point de non-retour. Le 10 août 1792. Ce jour-là, le peuple de Paris prend d'assaut le palais des Tuileries, là où vit le roi. Cet événement signe la fin de plus de 1000 ans de royauté en France. Et quelques semaines plus tard, c'est officiel, la Première République est proclamée. D'accord, la France est une république, mais elle naît dans un contexte de crise extrême. Le pays est en guerre contre presque toute l'Europe, et à l'intérieur, c'est la guerre civile. La question, c'est comment ce tout jeune régime va-t-il bien pouvoir survivre? La réponse à cette menace, c'est la période la plus sombre et la plus violente de la Révolution. La terreur. Et là, il y a un point crucial que soulignent les historiens. La terreur, ce n'était pas un plan diabolique, pensé à l'avance. C'était plutôt une série de mesures d'urgence, prises dans un climat de peur totale, pour tenter de sauver une république qui était au bord du gouffre. Cette phrase résume parfaitement la logique complètement paradoxale de l'époque. Pour protéger les nouveaux principes, pour sauver les idéaux de la Révolution, ses partisans les plus déterminés ont pensé qu'il fallait enfreindre la loi. La survie du projet passait avant tout le reste. Et de tout ce chaos, un homme au destin exceptionnel va émerger et marquer l'histoire pour toujours, Napoléon Bonaparte. Il faut se mettre à la place des Français de l'époque. Après 10 ans de révolution, ils sont tout simplement épuisés. Ils aspirent à un retour à l'ordre. C'est à ce moment-là qu'un jeune général charismatique et couvert de victoires, Napoléon Bonaparte, va saisir sa chance et prendre le pouvoir par un coup d'État en 1799. Ce qui est fascinant avec Napoléon, c'est qu'il est double. C'est un personnage à deux visages. D'un côté, c'est l'homme qui consolide les acquis de la Révolution. Il confirme l'égalité de tous devant la loi et exporte ses idées partout en Europe. Mais de l'autre, il se comporte comme un roi, il se fait sacré empereur, il crée sa propre noblesse et il place les membres de sa famille sur les trônes des pays voisins. Mais au-delà de Napoléon, au-delà de toutes les batailles et des changements de régime, qu'est-ce qui reste concrètement de toute cette période? Cette année-là, un texte absolument fondamental est créé. Un texte qui, aujourd'hui encore, organise une grande partie de notre vie en société. Le Code civil, qu'on appelle aussi le Code Napoléon, c'est une œuvre colossale. Avant ça, les lois en France, c'était un vrai casse-tête. Elles changeaient d'une région à l'autre. Le Code civil vient unifier tout ça. Il grave dans le marbre la fin des privilèges et l'égalité des citoyens. Pour vous donner une idée de son importance, la France a changé plus de 10 fois de constitution depuis, mais elle a toujours gardé ce même Code civil de 1804. Et un autre héritage qui parlera à beaucoup de monde, le baccalauréat. Eh oui, ce fameux diplôme qui marque la fin du lycée a été créé à cette époque, en 1808, dans le but d'unifier le système éducatif. Pour conclure, on peut se poser une dernière question. Avec tous ces rebondissements, est-ce que la Révolution française s'est vraiment terminée un jour? Alors, en réalité, le point crucial, le voici.
Les historiens sont d'accord pour dire que la Révolution a transformé la France de 3 manières qui, elles, sont définitives. D'abord, elle a achevé de faire de la France un pays unifié. Ensuite, elle a renforcé le sentiment d'être français, d'appartenir à un même peuple. Et surtout, elle a transféré le pouvoir du roi à la nation. Et ça, c'est un changement sur lequel on ne reviendra jamais. Pourtant, après Napoléon, un roi revient sur le trône. Et tout le 19e siècle sera secoué par d'autres révolutions. Ce qui nous laisse avec une question assez fascinante. Est-ce que les idées et les transformations lancées par une révolution s'arrêtent un jour? Ou est-ce qu'elles continuent d'évoluer, de nous influencer, bien longtemps après? La question reste ouverte.